Alors aujourd'hui, nous allons aborder la notion de menace en informatique et voir comment la détecter et à qui signaler quand on est victime d'une cyberattaque. Donc la menace, c'est en fait tout ce qui va graviter autour de notre environnement numérique. C'est-à-dire, ça peut être des pirates informatiques, ça peut être des virus informatiques, mais dans le cas d'une entreprise, ça peut être aussi du personnel, des stagiaires qui seraient mal intentionnés. À côté de ça, il y a aussi la notion de vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est une faiblesse qui va être présente dans le système d'information, donc ça peut être parce qu'on n'a pas appliqué un correctif de sécurité, parce qu'il y a une erreur dans le code, mais la vulnérabilité en elle-même, elle ne présente pas de risque. Et c'est la combinaison de la menace et de la vulnérabilité qui va favoriser l'émergence d'une attaque. C'est-à-dire qu'une menace va exploiter une vulnérabilité sur le système pour conduire son attaque. Alors comment essayer de limiter ces attaques-là en fait? Tout simplement en jouant soit sur la menace, en essayant de la limiter ou en tout cas lui empêcher d'avoir des opportunités. Et pour lui empêcher d'avoir des opportunités, ça va être d'appliquer des correctifs de sécurité sur son système. Pour bien comprendre la cybersécurité, il faut s'appuyer sur la notion de 3 couches cyber. La première étant la couche matérielle, votre ordinateur, votre box internet à la maison, les câbles, etc. Ensuite vient la couche logicielle, le système d'exploitation, le navigateur, tous les outils qu'on a à disposition sur l'ordinateur. Et ça, ces 2 couches-là, ce sont la sécurité informatique qui les couvre. Mais si on fait de la cybersécurité, on veut aller au-delà de ça et on va s'appuyer sur la couche sémantique, ce que l'humain comprend. Parce qu'en fait, les cyberattaques à l'heure actuelle, elles se produisent sur ces 3 couches et notamment sur l'interaction avec l'utilisateur final et essayer de l'embrouiller un petit peu, de lui donner des fausses informations, en tout cas de lui donner envie d'ouvrir une pièce jointe, de cliquer sur un lien pour prendre le contrôle de sa machine. Pour qu'une attaque informatique réussisse, l'attaquant doit suivre un certain nombre d'étapes qui sont regroupées dans ce qu'on appelle la kill chain. La kill chain, la chaîne tueuse, c'est un peu le même système que l'amélioration continue. On peut imaginer ça comme une roue avec ces différentes étapes qui vont conduire au succès ou non de l'attaque. La première étant la collecte d'informations. L'attaquant va se documenter, va faire de la recherche de vulnérabilités, d'informations qu'on aurait pu laisser à disposition qu'il va pouvoir exploiter, soit pour envoyer un mail, soit tout simplement pour se dire « Ah tiens, il y a tel système d'exploitation qui est utilisé, je vais pouvoir m'introduire dessus parce qu'il y a telle vulnérabilité ». Une fois qu'il a fait ce travail-là, il va passer à l'action, il va commencer à s'introduire dans le système, exploiter la vulnérabilité. Une fois qu'il s'est introduit, l'étape suivante, c'est de devenir le maître des lieux, de devenir l'administrateur, donc il va prendre le contrôle de la machine. Alors, autant vous dire que si sur votre ordinateur vous êtes administrateur par défaut, l'attaquant est super content, il a gagné une étape, il est administrateur. Une fois qu'il a fait ça, il va télécharger des outils complémentaires pour prendre encore plus le contrôle soit de votre machine, soit de l'environnement qui l'entoure. Donc essayer de se propager sur d'autres serveurs, sur des machines auxquelles vous avez accès, pour étendre son action. Et puis, justement, passer à l'action, récupérer des informations, détruire des systèmes, ou tout simplement se positionner et être là en attente pour une action ultérieure. Et ce qui va conditionner le succès de son attaque, c'est la capacité de l'attaquant à effacer ses traces. C'est-à-dire aller dans les journaux d'activité sur l'ordinateur, sur tous les serveurs où il va être allé, et effacer son action. Pas tout effacer, mais effacer juste ce qu'il a fait. Voilà, et ça, ce principe d'itération, il va le recommencer à chaque fois, à chaque nouvelle étape de son attaque, où il va de nouveau collecter de l'information, s'introduire, devenir administrateur, etc. Donc l'intérêt du côté de la défense, en connaissant la kill chain, c'est qu'on va essayer d'agir au début. C'est-à-dire, on va limiter l'information qu'on va laisser disponible sur Internet. On va appliquer des correctifs de sécurité. On va mettre en place des dispositifs qui vont nous permettre de détecter que quelque chose d'anormal se passe. Et puis, la parade ultime, ça va être d'avoir des sauvegardes qui fonctionnent. Quel type de menace un utilisateur peut identifier? La première, c'est le hameçonnage.
le courrier malveillant, le courrier qui va vous donner envie de cliquer dessus parce que on vous propose une super promotion, ou bien votre banque qui va bloquer votre carte si vous ne vous en servez pas, ou bien votre compte mail qui va être bloqué. Bref, toujours vous donner un motif et une pression. Ce que vous devez faire pour identifier cette menace, c'est bien regarder l'email qui vous est envoyé. Qui vous l'a envoyé déjà? Est-ce que la personne, vous la connaissez? Si vous la connaissez, vous lisez bien l'intégralité de l'adresse, c'est-à-dire est-ce que c'est juste son nom et est-ce que l'adresse mail qui est écrite derrière, c'est bien son adresse? Déjà, ça c'est le premier élément. Ensuite, vous regardez le sujet, l'objet du message. Est-ce que c'est en lien avec les activités connues de l'expéditeur? Typiquement, si vous recevez un mail de votre grand-mère qui vous parle du service informatique, il y a des chances que ça ne soit pas très bon. Et ensuite, un autre élément que vous devez regarder, c'est la date et l'heure d'expédition. Parce que là encore, un mail qui vous est envoyé par le service informatique un dimanche à 4h du matin, peu probable que ça soit vrai. Si vous avez validé toutes ces étapes, maintenant on arrive dans le contenu du message. Et là, dans le contenu, qu'est-ce qu'on va regarder? Tout simplement, est-ce que ce qu'on me demande, est-ce qu'on me met la pression? Est-ce qu'on me dit, vous devez cliquer sur ce lien, vous devez ouvrir cette pièce jointe avant la fin de la journée, avant la fin de la semaine? Là aussi, on peut être sûr à 99% que le message est malveillant quand on vous met la pression. Une autre forme de menace, qui est un peu complémentaire de l'hameçonnage, c'est le BITB, Browser into the Browser. C'est une nouvelle attaque qui consiste à faire apparaître une fausse fenêtre d'authentification dans une vraie page. Cette fausse fenêtre va reprendre toutes les caractéristiques graphiques d'une fenêtre légitime, y compris l'adresse qui va apparaître. Le seul moyen de déjouer ce piège, c'est d'essayer de déplacer cette fenêtre en dehors du navigateur, d'essayer de la diminuer. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien vous êtes confronté à une attaque BITB, donc Browser into the Browser. Vous fermez votre navigateur et tout va bien, il ne se passera rien de plus. Autre type de menace, là encore aussi, qui s'appuie sur les mêmes artifices que l'hameçonnage, le mail piégé. Là, ça peut être un peu plus subtil, parce que ça peut bien être une personne que vous connaissez qui vous envoie un message. Le contenu va reprendre un échange existant. Ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille, c'est le fait qu'on vous demande là aussi d'ouvrir une pièce jointe ou d'ouvrir un lien, alors qu'il n'y a pas de raison ou bien que l'échange commence à dater. Pour lever le doute dans ce cas de figure, vous contactez votre interlocuteur par un autre média que le mail. Vous téléphonez ou vous le rencontrez dans la vraie vie et vous lui demandez s'il a vraiment voulu vous envoyer ce mail-là. Et en général, vous leverez facilement le doute par ce canal-là. Si malheureusement vous venez à ouvrir une pièce jointe ou un mail qui pointe vers un fichier malveillant, la seule option qu'il vous restera sera de réinstaller votre ordinateur parce que ce dernier aura été compromis. C'est-à-dire que l'attaquant en aura pris le contrôle et pour être sûr de bien l'éradiquer, la meilleure méthode étant de réinstaller l'ordinateur. Encore une fois, les attaquants débordent d'imagination pour essayer de prendre le contrôle de vos ordinateurs ou tout simplement prendre le contrôle de votre porte-monnaie, ça dépend de la finalité. Une escroquerie qui existe consiste à se faire passer pour un support informatique. Donc vous naviguez tranquillement sur Internet et puis votre navigateur devient tout bleu, tout vert ou tout rouge, ça dépend. Et vous dit attention, un virus a été détecté sur votre ordinateur, contactez de toute urgence le numéro de téléphone suivant. Donc vous appelez le numéro, on va décrocher effectivement, on va vous dire oui, bonjour, ici le support informatique, en quoi puis-je vous être utile? Et là vous allez dire, j'ai un message qui s'est affiché, on me dit qu'il y a le code erreur 01AAD, qu'est-ce que je dois faire? Oula, oui, vous avez bien fait de nous appeler, oui, effectivement on a été averti que votre machine est contaminée par un virus, mais ne vous inquiétez pas, nous avons les outils pour le nettoyer. Mais pour cela, il faut qu'on prenne le contrôle de votre machine. Et à ce moment-là, on va vous demander d'installer un petit programme qui va donner la main à votre interlocuteur sur votre ordinateur. Il va faire des manips qui, dans le meilleur des cas, vont se résumer à faire rien. Dans le pire des cas, installer un virus. Mais au final, ce qui est constant, c'est qu'on va vous présenter une facture, oui, puisqu'il y a eu une action, on a tenté de nettoyer un virus sur votre machine, et on va vous demander de payer. Donc voilà. Si vous êtes confronté à ce genre d'escroquerie, la méthode est assez simple, vous fermez votre navigateur. Si vous ne pouvez pas le fermer, vous éteignez votre ordinateur, ça s'arrête là. Il n'y a rien de plus à faire. C'est une attaque vraiment, c'est juste un leurre informatique, il n'y a rien d'autre. Sur les réseaux sociaux, on peut observer des faux profils qui sont créés pour différentes raisons. Créer un faux profil, c'est très facile. On peut mettre une fausse identité et on peut même mettre une fausse image, un faux visage
d'une personne qui n'existe pas. Vous avez un site internet qui s'appelle This Person Doesn't Exist qui génère à la volée des visages tantôt d'hommes, tantôt de femmes et qui vous permet de les associer à un profil. Donc ok, vous créez votre profil, votre faux profil et alors maintenant avec un faux profil, qu'est-ce que je peux faire? Premièrement, je vais essayer d'avoir des amis. Pour avoir des amis, c'est simple, il suffit de trouver un sujet commun, de rechercher sur le réseau social qui partage cet intérêt et vous avez des chances d'avoir des amis. Une fois que vous les avez, derrière vous pouvez faire du hameçonnage, vous pouvez faire de l'escroquerie au support, vous pouvez faire du mail piégé, bref, vous pouvez faire toutes les escroqueries que j'ai évoquées juste avant. Donc là encore, soyez vigilants, n'acceptez pas dans vos amis n'importe qui, mais plutôt des personnes que vous avez rencontrées dans la vraie vie et dont vous êtes sûr qu'elles vous veulent du bien. Si je suis victime d'une escroquerie ou d'une attaque informatique, vers qui me retourner? Bien, vous avez le site cybermalveillance.gouv.fr qui reprend toutes les informations nécessaires pour vous expliquer et vous assister et vous apporter l'aide nécessaire. Vous pouvez également vous rapprocher des services de police ou de gendarmerie qui sauront aussi vous accompagner dans le dépôt de votre plainte.